Chapitre 34. Une heure vient de sonner. Je ne sais laquelle, j'entends mal le marteau de l'horloge. Il me semble que j'ai un bruit d'orgue dans les oreilles. Ce sont mes dernières pensées qui bourdonnent. À ce moment suprême où je me recueille dans mes souvenirs, j'y retrouve mon crime avec horreur. Mais je voudrais me repentir davantage encore. J'avais plus de remords avant ma condamnation. Depuis, il semble qu'il n'y ait plus de place que pour les pensées de mort. Pourtant, je voudrais bien me repentir beaucoup. Quand j'ai rêvé 1 minute à ce qu'il y a de passé dans ma vie et que j'en reviens au coup de hache qui doit la terminer tout à l'heure, je frissonne comme d'une chose nouvelle. Ma belle enfance, ma belle jeunesse, étoffe dorée dont l'extrémité est sanglante. Entre alors et à présent, il y a une rivière de sang. Le sang de l'autre et le mien. Si on lit un jour mon histoire, après tant d'années d'innocence et de bonheur, on ne voudra pas croire à cette année exécrable qui s'ouvre par un crime et se clôt par un supplice. Elle aura l'air dépareillée. Et pourtant, misérable loi et misérables hommes, je n'étais pas un méchant. Oh, mourir dans quelques heures et penser qu'il y a 1 an, à pareil, j'étais libre et pur, que je faisais mes promenades d'automne, que j'errais sous les arbres et que je marchais dans les feuilles. Chapitre 35. En ce moment même, il y a tout près de moi, dans ces maisons qui font cercle autour du palais et de la Grève, et partout dans Paris, des hommes qui vont et viennent, causent et rient, lisent le journal, pensent à leurs affaires, des marchands qui vendent, des jeunes filles qui préparent leurs robes de bal pour ce soir, des mères qui jouent avec leurs enfants. Chapitre 36. Je me souviens qu'un jour, étant enfant, j'allais voir le bourdon de Notre-Dame. J'étais déjà étourdie d'avoir monté le sombre escalier en colimaçon, d'avoir parcouru la frêle galerie qui lie les 2 tours, d'avoir eu Paris sous les pieds quand j'entrais dans la cage de pierre et de charpente où pend le bourdon avec son battant qui pèse 1 millier. J'avançais en tremblant sur les planches mal jointes, regardant à distance cette cloche si fameuse parmi les enfants et le peuple de Paris, et ne remarquant pas son effroi que les auvents couverts d'ardoises qui entourent le rocher de leurs pans inclinés étaient au niveau de mes pieds. Dans les intervalles, je voyais en quelque sorte à vol d'oiseau la place du parvis Notre-Dame et les passants comme des fourmis. Tout à coup, l'énorme cloche tinta, une vibration profonde remua l'air, fit osciller la lourde tour. Le plancher sautait sur les poutres, le bruit faillit me renverser. Je chancelais, prête à tomber, prête à glisser sous les auvents d'ardoises en pente. De terreur, je me couchai sur les planches, les serrant étroitement de mes 2 bras, sans parole, sans haleine, avec ce formidable tintement dans les oreilles et sous les yeux, ce précipice, cette place profonde où se croisaient tant de passants, paisibles et enviés. Eh bien, il me semble que je suis encore dans la tour du Bourdon. C'est tout ensemble un étourdissement et un éblouissement. Il y a comme un bruit de cloche qui ébranle les cavités de mon cerveau, et autour de moi, je n'aperçois plus cette vie plane et tranquille que j'ai quittée, et où les autres hommes cheminent encore, que de loin et à travers les crevasses d'un abîme. Chapitre 37. L'hôtel de ville est un édifice sinistre, avec son toit aigu et roide, son clocheron bizarre, son grand cadran blanc, ses étages à petites colonnes, ses 1000 croisées, ses escaliers usés par les pas, ses 2 arches à droite et à gauche, il est là, de plein pied avec la Grève, sombre, lugubre, la face toute rongée par la vieillesse, et si noire qu'il est noir au soleil. Les jours d'exécution, il vomit des gendarmes de toutes ses portes et regarde le condamné avec toutes ses fenêtres. Et le soir, son cadran, qui a marqué l'heure, reste lumineux sur sa façade ténébreuse. Chapitre 38. Il est 1h15. Voici ce que j'éprouve maintenant. Une violente douleur de tête, les reins froids, le front brûlant. Chaque fois que je me lève ou que je me penche, il me semble qu'il y a un liquide qui flotte dans mon cerveau et qui fait battre ma cervelle contre les parois du crâne. J'ai des tressaillements convulsifs et de temps en temps, la plume tombe de mes mains comme par une secousse galvanique. Les yeux me cuisent comme si j'étais dans la fumée. J'ai mal dans les coudes. Encore 2h45 et je serai guérie. Chapitre 39.
Ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée. Et qu'est-ce donc que cette agonie de 6 semaines et ce râle de tout un jour? Qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable qui s'écoule si lentement et si vite? Qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud? Apparemment, ce n'est pas là souffrir. Ne sont-ce pas les mêmes convulsions que le sang s'épuise goutte à goutte ou que l'intelligence s'éteigne pensée à pensée? Et puis on ne souffre pas, en sont-ils sûrs? Qui le leur a dit? Compte-t-on que jamais une tête coupée se soit dressée sanglante au bord du panier et qu'elle ait crié au peuple « Cela ne fait pas mal ?» Y a-t-il des morts de leur façon qui soient venus les remercier et leur dire « C'est bien inventé, tenez-vous-en là, la mécanique est bonne ». Est-ce Robespierre? Est-ce Louis XVI? Non, rien. Moins qu'1 minute, moins qu'1 seconde et la chose est faite. Se sont-ils jamais mis seulement en pensée à la place de celui qui est là, au moment où le lourd tranchant qui tombe mord la chair, rompt les nerfs et brise les vertèbres? Mais quoi, une demi-seconde, la douleur est escamotée? Horreur!